Oui, bonjour. Il y a encore des places autour de la table, si vous voulez bien. Il y a deux personnes qui sont au téléphone, j'imagine qu'elles nous entendent. Il y a Diane. Donc, elle va se joindre à un moment donné. On va attendre qu'elle se joigne. Et il y a aussi Viva Dadoual qui devrait se joindre à nous par téléphone. Donc, c'est possible que nous ayons deux personnes au téléphone. Donc, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres du Sénat. Sophie Cloutier, qui est professeure à la faculté de philosophie de l'Université Saint-Paul. Est-ce que Mme Cloutier est là? Oui, bonjour. Je voyais. Et aussi Adèle Reinhardt, j'ai vu Adèle tantôt, et Adèle qui est là, qui se joint à nous aussi comme professeur élu à la Faculté des Arts. Bienvenue comme membre du Sénat, comme professeur élu membre du Sénat. Il y a deux professeurs qui terminaient leur mandat, David Rafton de la Faculté des Arts et Gregory Walters de l'Université Saint-Paul. Donc, nous avons deux remplaçants aujourd'hui en même temps. Peut-être avant de débuter, j'aimerais vous rappeler qu'à 5, si je ne me trompe pas, la rectrice de Saint-Paul va me corriger. À 5h30, il y a la signature de l'entente entre l'Université d'Ottawa et l'Université Saint-Paul qui va avoir lieu ici à la Rotonde. Comme vous savez, il y a une entente de fédération entre les deux institutions. Entente qui est renouvelée à tous les 5 ans, mais généralement, ça veut dire 10 ans. Et c'est historique, hein? Mais donc, on signe l'entente de 2005 en 2010. Donc, mais de toute façon, ça continue entre-temps. Donc, vous aviez l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou une modification à l'ordre du jour? Oui. Au point 17, j'aimerais tout simplement qu'on discute des activités étudiantes du 11 novembre. Au point 17, autre question. La question du 11 novembre et de la participation des étudiants aux activités pour le souvenir. Ça va? Vous avez la recommandation de la résolution de faite, j'espère? Oui, elle est faite. OK. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts, modifications, questions sur l'ordre du jour? OK. On vous a distribué, donc, pour que vous puissiez en prendre note, un CV qui est celui de Joseph Hickey, qui est le CV comme il est candidat pour un des postes étudiants au CPS. Normalement, le CV est joint. Quand vous n'aviez pas le CV avec la candidature, vous avez maintenant le CV qui a été distribué, donc vous pouvez en prendre note pendant... ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Gary, selon vous. Claude, merci beaucoup. Procès verbal du 13 septembre. Est-ce qu'il y a questions, commentaires, modifications? Oui, Gary? J'ai deux questions, puis une toute petite correction. On va commencer par la toute petite correction. Et l'avant-dernière section, rapport du collègue universitaire. La troisième ligne, c'est le role of research in graduate studies. Et à la page précédente, donc j'ai deux questions. On a voté en faveur avec des amendements du nouveau règlement sur la fraude scolaire. Donc j'ai deux questions de clarification à poser. Premièrement, la toute dernière section, la toute dernière bullet point encore. No person participating in the accelerated process. On a regardé ça aux études supérieures, c'est pas clair dans notre esprit si ça exclut le personnel de bureau. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects cléricaux à photocopier, préparer les dossiers, organiser les réunions, etc. Est-ce que ça exclut même le personnel administratif là, dans ce sens-là? Parce que, comme on a une secrétaire... Moi, je me permets de rajouter quelque chose à ce que dernier. Est-ce que ça veut dire que ça exclut la vie doyenne? À mon avis, ce que ça excluait... Parce que la vie doyenne, normalement, s'occupe des cadres accélérés. C'est ça. C'est-à-dire que lors de la discussion, et vous me reprendrez si j'ai mal compris la discussion qu'on avait eue au dernier Sénat, ce qu'on voulait éviter,
c'est que la personne, parce que c'est un individu qui gère le processus accéléré, qui rencontre l'étudiant, que cette personne-là ne siège pas au comité d'appel régulier s'il le veut. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement la vice-doyenne. Si ce n'est pas la vice-doyenne ou le vice-doyen qui préside l'accéléré, à ce moment-là, il peut très bien être au comité. Mais la personne qui préside ou qui rencontre l'étudiant lors du processus accéléré ne peut pas être membre du comité formel. Et ça, à mon avis, c'était strictement ça à quoi il était question lors de la discussion. C'est ce que je pensais, mais je voulais juste clarifier qu'on parle de, disons-le comme ceci, la participation active et non pas la participation cléricale ou prendre des notes. Là. Et la deuxième question, c'est, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais est-ce que les facultés peuvent utiliser les nouveaux règlements sur la fraude scolaire de façon rétroactive, dans ce sens qu'on a des dossiers qui sont déjà en marche, et maintenant on a toute une liste de nouvelles sanctions potentielles. Est-ce qu'on peut les utiliser, ces sanctions-là, pour les dossiers qui sont en marche, ou est-ce que c'est seulement pour les cas qui commencent aujourd'hui? Il y a deux choses que je dirais, c'est-à-dire que le processus informel ou accéléré, pour être plus précis, est un processus qui existe déjà dans plusieurs facultés sous forme de projet pilote. Il y avait, là je ne sais pas, s'il y avait des sanctions qui étaient associées à ce processus-là ou c'était strictement les mêmes sanctions qu'il y avait, mais les cas qui avaient été débutés sur l'ancien, à mon avis, continue avec le nouveau parce qu'il était débuté légalement en vertu des projets pilotes qui avaient été acceptés par l'exécutif du Sénat. Si c'est un changement de sanction, moi, j'aurais comme principe, puis les juristes me le prendront, que si c'est une sanction moindre, donc qui est à l'avantage de l'étudiant, on peut toujours l'utiliser. C'est une sanction supérieure. À ce moment-là, il faudrait rester avec le règlement existant. François? Oui. Ah, Diane, tu t'es joignée à je t'ai demandé des réponses. On a déjà eu à se pencher sur cette question et je crois que ton dernier commentaire résume très bien l'approche qu'on a choisi d'adopter. Dans la mesure où ça ne cause pas préjudice, le nouveau processus pourrait s'appliquer. La nouvelle sanction. Oui, tout à fait. Dans la mesure où ça ne cause pas préjudice. C'est ça, tout à fait. Merci. Merci, Diane. Est-ce que ça répond? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Oui, Linda? C'est une question de clarification pour ma bonne compréhension des impacts des sanctions et du facteur discrétionnaire, l'étendue de la pression de la faculté pour l'application des sanctions. Ce que j'en comprends, c'est qu'une sanction, par exemple, sanction au point G, ferait en sorte qu'il y a échec pour un cours, et s'il s'agissait d'un cours obligatoire, nécessairement une reprise du cours, mais que même s'il y a reprise du cours et que le cours est repris avec succès, la mention d'échec demeure, et demeure aussi calculée dans la même. Est-ce que ma compréhension est bonne? Oh, il faudrait voir le règlement en entier pour... parce que là, ce que tu mets, c'est deux règlements en contradiction. Il y a un règlement qui dit qu'un étudiant peut reprendre 15 crédits de cours et 15 crédits de cours pour lesquels le premier résultat, qui ne sont pas nécessairement des échecs d'ailleurs, mais pour lesquels le premier résultat ne compte pas. Ça, c'est un règlement universitaire qui fait partie du règlement. Donc, un étudiant peut décider que le cours qu'il a eu D, est en troisième année, ça baisse sa moyenne, il le reprend et la première note ne compte pas. Là, dans le cas d'un échec, là, il faudrait voir qu'est-ce que prévoit le règlement en entier. Comme je n'ai pas le règlement sous les yeux, je pense qu'on prendrait la question en différé, si ça ne vous dérange pas, et on y reviendra au prochain Sénat, parce que c'est une bonne question. Est-ce que la note obtenue dans le cas d'une fraude est une note qui ne pourrait pas compter dans les 15 crédits à reprendre? C'est ça qu'il y a au fond de la question. Mais là, il y a véritablement un processus, parce qu'ici, on a uniquement un extrait du règlement, puis à chaque étape, il y a certaines choses qui se font à certains niveaux, par la faculté, par l'université, ou par le conseil. Donc, je pense qu'il faudrait voir. Oui, ça pose aussi vraiment la question de l'aspect discrétionnaire. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être discrétionnaire au choix de la faculté de dire que ou un étudiant peut ou ne peut pas reprendre
avec changement de la note, un cours où il y a eu faute. Je pense que ça devrait être pour toutes les facultés. Ça, je ne pense pas personnellement que la faculté des arts pourrait dire chez nous, si tu reprends, ça enlève la note, puis sciences sociales, dire nous, si elle reprend, ça enlève ça. Je pense qu'il faut être uniforme dans ce genre de règlement. Donc, on reviendra, on va vérifier, parce que ça manque. C'est une question laquelle je n'ai pas de réponse. Autre chose sur le procès verbal? Donc, ça va pour le procès verbal. Quelqu'un propose l'adoption du procès verbal? Gary? Seconde? Joanne. Maintenant, nous avons des élections au bureau des gouverneurs. Vous avez ici, qui va me faire les élections? Non? Mais qui va... Il n'y a pas personne. Tu mets les choix. John Claire. Je vais vous expliquer en 2 minutes la procédure que vous connaissez tous par cœur maintenant que vous me l'avez. Nous avons 3 candidats, nous avons 2 postes. Pour être élu, il faut avoir 50% plus 1 des votes. Si au premier tour, nous n'avons pas la majorité absolue, à ce moment-là, nous éliminons le candidat le plus faible et nous faisons un deuxième tour. Pour ceux qui sont intéressés à savoir qui sont les candidats qui sont ici, essentiellement, il existe au bureau des gouverneurs 2 postes pour les professeurs élus au Sénat. Donc, les candidats ne peuvent pas être des membres de l'administration, ne peuvent pas être des sénateurs, des doyens, ou ne peuvent pas être les vice-doyens qui sont ici d'office, mais uniquement, chaque faculté a la possibilité d'élire 2 professeurs, et c'est uniquement parmi ce pool de candidats-là que les candidats peuvent venir. Donc, des professeurs élus par leur conseil de faculté au Sénat, et il y en a 2 par faculté, plus Saint-Paul, qui devrait à peu près 12 personnes à peu près. Donc, si vous voulez bien voter, on va continuer. Vous êtes voté pour un nom. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, on va continuer à l'ordre du jour, si vous voulez bien. One name. We elect one, and then we have to elect another one at another turn. Because you need to have the absolute majority. It's not the simple majority. So it's only one name. C'est ça, il y a des tours. Exact. Donc, ça va? Donc, maintenant, nous allons passer au point, pendant qu'ils vont dépouiller, ça va revenir et on fera le deuxième tour. Maintenant, nous serions au point 8, qui est le comité de planification scolaire. Oui, c'est ça. Actuellement, il y a 2 postes pour des sénateurs étudiants au conseil de planification scolaire. Donc, actuellement, nous avons une candidature. Ah, j'ai oublié, je m'excuse. Donc, il y a M. Franck qui a fait le point 7, qui est le conseil d'études de premier cycle. Ah oui, OK. Il y a 2 postes à combler. Donc, je le rappelle, c'est important. Il y a 2 postes à combler au conseil de premier cycle et on n'a pas eu de candidature. Donc, il faudra, d'ici, s'il y en a qui sont intéressés, je vous prierai de nous laisser savoir. Parce que c'est un comité qui est quand même très important pour le fonctionnement. C'est un comité du Sénat qui décide largement sur les programmes, les cours et tout ce qui est du caractère académique avant que ça vienne à l'exécutif du Sénat. Et dans certains cas au Sénat, mais pas nécessairement. Donc, je pense que c'est un comité important. Et ces 2 postes de professeurs sont pas compris. Oui, yes, sorry. I am actually have the graduate student representative for humanities on chat here, and she's on the phone, and she said that it's a little difficult to hear you. I'm just wondering if you could speak a little more slowly and louder. OK, merci. C'est peut-être tirer un peu la... Je pensais que j'avais une voix forte, mais donc je vais faire de mon mieux pour que vous le compreniez. Donc, pour le conseil des études de premier cycle, donc si vous... Non, celui-là, c'est... Vous voulez changer de place?
Ah, tiens, j'en ai peut-être avec Jacques. Ah, la caméra, est-ce qu'il va pouvoir me suivre si je m'en vais là? C'est dangereux. C'est dangereux. Moins bien? Ah, tant mieux pour moi. C'est Gary qui m'a avancé. On va se reculer un peu. Donc, non, mais j'encourage fortement les membres du Centre professoral à être présentés sur le conseil de premier cycle, parce que c'est quand même des discussions très importantes et des décisions très importantes qui sont prises par ce comité-là. Donc, maintenant, je reviens. On a eu les résultats. Donc, on va voir les résultats du premier tour. Donc, on me dit que ça prend 24. Voilà. Et donc, Claire, la gère de Boulos à 24. Et donc, elle est élue. Félicitations. Donc, merci beaucoup. Donc, nous avons un deuxième tour avec les deux noms qui restent, c'est-à-dire John Curry et John Rankin. Donc, maintenant, ça va nécessairement être un des deux. Un des deux. Donc, je reviens au point que je me mettre dans mon agenda, si je ne l'ai pas laissé là-bas. Le point 8, qui était l'élection au comité de planification scolaire. Bon. Comme vous savez, il y a 2 postes étudiants au comité de planification scolaire. Il y a un poste qui, en fait, c'est mieux ici pour le présider, on voit au moins les gens dans la salle. Il y a un poste pour les études supérieures et un poste pour le premier cycle. Nous avons un candidat pour les études supérieures. Il s'agit de Joseph qui est ici. Et nous avons eu son CV, le CV de Joseph piqué sur la table. Donc, comme il n'y avait pas d'autres candidats, il est donc élu par acclamation. Et on va attendre encore un mois pour voir si nous avons des élections et candidats pour un étudiant du premier cycle. Ça va? Tout le monde est d'accord. Point 9, le comité des grades honorifiques. Non, pardon. Oui, c'est ça. Il y a la nomination d'un étudiant. Nous avons une candidature, Viva Danois, qui est ici, que vous avez devant vous, avec son CV. Donc, et c'est la seule candidature que nous avons reçue. Et il y a seulement il y a 2 membres étudiants, donc ça compléterait un des 2 membres étudiants. Est-ce qu'on a déjà un membre étudiant? Non? Donc, c'est premier. OK. Donc, j'imagine que c'est par acclamation. Ça va? C'est ça. Maintenant, nous passons aux approbations facultaires, les programmes essentiellement et règlements. Donc, dans un premier temps, nous avons la faculté supérieure des postdoctorales, qui est un doctorat que vous voyez avec les votés il y a des siècles. Le doctorat en épidémiologie. C'est plus expressif que moi, vous voyez. Bon, on ne serait pas de commentaire sur l'historique du programme, puisque vous avez compris que le programme a un nom historique. Et donc, aujourd'hui, nous proposons la création d'un programme de doctorat en épidémiologie. Nous avons eu l'approbation du Conseil ontarien des études supérieures, donc l'ancien système d'évaluation et de création de programmes, puisque l'ancien processus est encore en place jusqu'à Noël. Donc, c'est un programme de doctorat relativement standard, sauf une ou 2 choses que je vais mentionner un petit peu plus tard, qu'il y a 2 champs qui sont mentionnés à la page 2, le Descriptive and Analytic Epidemiology, Applied and Clinical Epidemiology. Nous avons un très grand nombre de professeurs, soit réguliers, soit des professeurs auxiliaires. Comme vous voyez, 52 professeurs. C'est un gros programme de maîtrise où on a plus de 30 nouveaux étudiants par année. En fait, entre 30 et 40 depuis quelques années.
Et donc, il était temps qu'on ait un programme de doctorat en épidémiologie. La porte d'entrée normale, c'est évidemment la maîtrise en épidémiologie, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée, puisqu'il n'y a pas de bac en épidémiologie, donc il y a aussi des étudiants qui pourraient venir de d'autres horizons. Les cours sont en anglais. Je pense que je vais t'interrompre parce qu'on ne peut pas avoir des résultats électoraux comme des soirées des élections. C'est bon. On interrompt les commentateurs pour... Stay tuned. Donc, John Curry, 29 votes. John Rankin, 16 votes. Donc, John Curry. Donc, félicitations. Merci pour les candidatures. Et bonne chance au bureau des gouverneurs. Et bienvenue, même si moi je ne suis pas membre, mais seulement observateur. Bienvenue au bureau des gouverneurs. Donc, maintenant, oui. Ça va? Tu peux commencer. Je peux continuer? Et donc, les cours, sauf quelques-uns, sont offerts en anglais, un peu à l'image de ce qu'on retrouve à la Faculté des sciences ou à la Faculté de génie aux études supérieures. Le programme a 4 cours, dont 2 sont obligatoires et 2 sont optionnels, plus ce qu'on retrouve dans la majorité des programmes de doctorat, c'est-à-dire un examen de synthèse et une proposition de thèse. Il y a aussi un mécanisme accéléré pour passer de la maîtrise au doctorat, ce qu'on appelle souvent le fast track en français, en bon français. La différence qu'il y a entre ce programme-là et la plupart de nos programmes de doctorat, c'est le plan d'études personnalisées qui est décrit en page 3 de la description du programme, qui est un élément très, très intéressant. Et qui existe en bonne partie, non seulement parce que le programme est assez délocalisé dans plusieurs endroits dans la région d'Ottawa, mais aussi parce qu'on s'attend qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui soient des gens plus seniors, qui viennent de la fonction publique ou des hôpitaux, qui veulent faire un doctorat un peu plus tard en carrière. Donc, il faut ajuster un petit peu le programme de doctorat en fonction de la personne qui fait le doctorat. Donc, c'est un élément un peu particulier. Il y a une petite correction qui doit être apportée à la page 3. Les 6 crédits obligatoires dans la colonne de gauche. Il existe des codes français, donc ça devrait être 85-66 au lieu de 81-66. Et ça devrait être 85-67 au lieu de 81-67. Donc c'est la 3e page pas du document, là, mais de la 3e page de l'annuaire, la description annuelle. Ici. Je regardais s'il était dans la liste de cours. Il est à la fin, mais il n'a pas été... il n'a pas été inscrit. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le doyen veut ajouter quelque chose à ce moment-ci? Non. Ça va? Donc, il y a une autre petite correction qui est en fait du langage. Ce n'est pas une erreur technique, c'est une erreur de langage. Je ne sais pas comment ça s'est produit entre le comité exécutif du Sénat et le Sénat. C'est à la page 1. Tout de suite en dessous de la description des 2 champs, là, 1 et 2, il y a un paragraphe qui commence le programme s'offre à temps plein et la plupart des cours se donnent en anglais. Les activités de recherche peuvent se faire en français, en anglais ou dans les 2 langues. Et ce n'est pas selon les préférences du directeur de thèse. Ce n'est pas le directeur de thèse qui décide de ce que l'étudiant peut faire. Ce qu'on avait écrit, je pense, à l'origine, c'est quelque chose comme selon les habiletés langagières du directeur de thèse. Et l'équivalent en anglais, je pense que c'était « the language skills of the thesis supervisor ». Ce qui est la réalité en sciences et en génie et dans les programmes de doctorat de médecine, PhD de médecine. What is the relationship between this program and that in population health? La question oui, c'est ça. La question qui tue, comme dirait une émission populaire à Radio-Canada. C'est ça? Peut-être que tu ne connais pas l'émission. Ça a été une discussion centrale avec le programme, avec le doyen de la faculté de médecine, avec le programme de santé des populations et avec les 2 consultants du COES qui avaient cette question-là, front and center, là, si vous voulez. Et ils ont été convaincus, après la visite, qu'il y avait une différence. En fait, ce programme-là, c'est beaucoup plus les aspects mathématiques de l'épidémiologie traditionnelle, tandis que santé des populations, c'est beaucoup plus les aspects sociaux. Donc ici, c'est vraiment le hardcore de l'épidémiologie.
ce n'est pas l'épidémiologie sociale qui est sous la santé des populations, c'est vraiment l'aspect beaucoup plus mathématique. Et d'ailleurs, ça prend une maîtrise en épidémiologie pour entrer dans ce doctorat-là. Ça ne prend pas une maîtrise en épidémiologie pour entrer dans le doctorat en santé des populations. Mona? Gary, je ne suis pas sûre que le cours est change quelque chose à 1,60 ou mettre 8,1,6,7. Est-ce que c'est les cours de biostatistique? Alors, c'est lequel numéro? Ben, il y a 6 crédits qui sont obligatoires et ils sont mentionnés. Est-ce que ça, c'est des cours de biostatistique? Quel numéro de cours? À la page 3, dans les exigences du doctorat. Et puis 81-66? C'est ça. Et puis, ils sont... ou peut-être Jacques le soir. C'est à la fin, non? C'est PhD Seminar. C'est le séminaire de doctorat. Non, si je comprends bien, je pense que c'est un peu important, là, étant donné qu'il y a une formation personnalisée avec laquelle je suis d'accord. Je crois que c'est important. Mais quand même, quand quelqu'un a un doctorat en épidémiologie, il y a des connaissances, je dirais, de base, là, qu'on devrait s'attendre à ce que cette personne ait appris. Et à mon humble avis, biostatistiques en font partie. Mais là, si je regarde ici, les étudiants d'épidémiologie, qui est donc ce programme qui est beaucoup plus mathématique que social, ils pourraient finir leur doctorat sans jamais avoir pris un cours de biostatistique. C'est bien ça? C'est-à-dire que c'est le comité de thèse qui va déterminer quel cours l'étudiant doit prendre étant donné son sujet de thèse. Je comprends. C'est pour ça que avoir là, un PhD en épidémiologie où tu n'as pas besoin de comprendre la biostatistique. Comment est-ce que vous allez réconcilier ça? Sinon, on va avoir des étudiants qui vont avoir un doctorat en épidémiologie de l'Université d'Ottawa qui ne comprennent pas la biostatistique et je crois que ça peut être un enjeu de réputation à la fin, là, parce que ces gens-là doivent comprendre la biostatistique. Comme dans la plupart des programmes, c'est le comité de thèse à l'admission, au début du programme, qui va déterminer quel cours l'étudiant doit prendre. Donc, les étudiants qui auront déjà fait biostatistique dans le cadre de leur maîtrise n'auront pas besoin de le refaire. Ceux qui viennent de d'autres horizons vont avoir besoin de le refaire. Comme dans la très vaste majorité, mais pas tous les programmes de doctorat, le comité peut exiger plus que 4 cours, il y en a 2 d'obligatoires, plus que 2 optionnels s'il y a des trous dans la formation de l'étudiant. C'est généralement comme ça qu'on gère les programmes de doctorat. On ne peut pas exiger un cours de biostatistique si l'étudiant a déjà pris tous les cours de biostatistique. Ça peut arriver à l'occasion. Il faut faire confiance, je pense, au comité de thèse de l'étudiant. Une des expertises, c'est la biostatistique. Donc, à la fin, l'étudiant, même dépendamment du domaine dont il va venir, sera assez bien formé en biostatistique. Parce que dans les écoles, il y a même un biostatistique 3. Là. Il y a avancé 2 et 3, là, donc j'imagine. Oui, ils sont tous optionnels. En tout cas, je pense que le commentaire est s'assurer au moins qu'avec avec l'école qu'on s'attend quand même, si c'est une expertise attendue de la discipline, que le comité de doctorat sache qu'on s'attend à ce qu'il s'assure. Oui, c'était les 2 consultants du COES ont soulevé la question, puis effectivement, la réponse qu'ils ont eue, c'est celle que je vous ai rapportée. Mais tu as la même réponse, tu n'auras pas de cours. Qui les a satisfaits. On verra au vote pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le programme? Oui, Marcel. Je me demandais, l'examen de synthèse dans ce genre de programme-là, est-ce qu'il met le focus sur le matériel vu dans les cours obligatoires, par exemple, ou ce sont des examens de synthèse qui sont attachés à la thèse, c'est-à-dire sur les lectures de la thèse à écrire? Comment ça fonctionne dans ce genre de programme-là? Parce qu'il y a un examen de synthèse qu'on dit qui va être fait au cours des 16 mois. Oui, il n'y a pas de description ici. Il y avait une description très longue, puis d'ailleurs, le format d'examen de synthèse a changé légèrement suite à la visite des consultants du COES. Nous-mêmes, aux études supérieures, on avait des inquiétudes. En fait, on va réviser tout l'ensemble. On a formé un comité pour réviser l'ensemble des examens de synthèse sur le campus. Ça va dans toutes les directions, les examens de synthèse. Mais dans celui-ci, on n'a pas la description ici, mais je ne me rappelle pas des détails, désolé.
c'est un problème important que tu soulèves, là. Tout le monde réinvente des nouveaux formats d'examen de synthèse partout sur le campus à chaque fois. C'est problématique, il n'y a pas d'uniformité et souvent, il n'y a pas de but pédagogique clair dans les examens de synthèse. Je ne dis pas que c'est le cas ici, là. C'est un problème général. Ça va, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une raison? Parce qu'on dit dans le... Oh, pardon. Oui, je veux juste savoir si les étudiants doivent s'équiper des fonds avant de rentrer? Non, il y a une politique, il y a la même politique de financement minimum qu'on applique à tous les étudiants de doctorat à l'Université d'Ottawa. Et donc, si l'étudiant n'a pas de bourse à l'admission, de bourse externe à l'admission, c'est la responsabilité du programme de trouver le financement à l'interne. Comme il n'y a pas de TA dans le programme d'épidémiologie parce qu'il n'y a pas de premier cycle, c'est évidemment les superviseurs qui doivent financer les étudiants, ce qui est d'ailleurs déjà le cas en biochimie, en immunologie, en microbiologie, etc., à la faculté de médecine. Ça va, autre question? Pourquoi est-ce qu'on crée tous les cours en français si on dit déjà dans notre programme qu'on a... Tu avais vu ta main? Non, c'est la même question. On avait la même question. Donc, et si on annonce déjà dans le programme que les cours ne sont pas offerts? Non, parce qu'il y a aussi une politique à l'université, donc je ne connais pas par cœur, mais qu'après un certain nombre d'années, un cours qui n'est pas offert dans une langue, il est aboli lors des évaluations. Donc, est-ce qu'on crée des cours pour les abolir automatiquement dans 3 ans ou dans 5 ans? C'est ma question. Ou est-ce qu'on compte en offrir un certain nombre parmi et faire une espèce de rotation de cours offerts? Parce que ça, c'est pas clair dans le document. OK. Deux réponses, puis je peux laisser le doyen de médecine répondre. Premièrement, c'est pas écrit qu'on ne donnera jamais ça. On a dit que la plupart des cours vont être faits en anglais. Et la raison pour laquelle on les a doublés, c'est la demande du comité exécutif du Sénat de les mettre explicitement en français si on a l'occasion de les donner en français dans le futur. Ce qui est la même raison d'ailleurs qu'on fait avec mathématiques, qui a des codes en sciences. Je pense que c'est à peu près le seul autre programme où on a systématiquement des codes en français. De temps à autre, plusieurs de nos collègues, même chose en épidémiologie, mais encore plus en mathématiques, sont bilingues. Et si tous les étudiants sont francophones dans le groupe, on enseigne le cours en français. Ça m'est arrivé en physique, d'ailleurs, d'enseigner un cours en français parce que tous les étudiants au doctorat étaient francophones. Donc, on crée la cote en français aussi. C'est quelque chose. Tout à fait. OK. D'autres questions? Ça va? En faveur de l'adoption du programme de doctorat en épidémiologie? Ceux qui s'opposent? Ceux qui s'abstiennent? Une opposition. Ceux qui s'abstiennent? Une abstention. Une abstention. 2 abstentions. Oh, pardon. Oh, pardon. 3 abstentions. Le changement de place est un handicap. Je vais faire attention. Merci. Donc, maintenant, merci Gary. Maintenant, pour la faculté des sciences, la création d'une option en sciences, immersion pour tous les programmes de baccalauréat en sciences. Joanne? Alors, on propose la création d'une option qui permettrait aux étudiants anglophones francophiles, en général ceux qui sont issus du programme d'immersion française des écoles secondaires, de poursuivre leur formation en sciences, en français, afin de leur permettre de maintenir et même d'améliorer leurs compétences en français langue seconde. La faculté croit que cette option permettrait aussi d'augmenter les inscriptions dans les cours offerts en français et de maintenir les cours à faible effectif, en particulier dans les cours de 3e et 4e année. Je dois vous dire que les discussions se poursuivent avec la faculté quant à l'appellation. Vous avez sans doute noté l'appellation qu'on donnait à l'option. Donc, on va poursuivre les discussions quant à cette appellation, mais la raison pour laquelle on vous soumet cette proposition aujourd'hui, c'est qu'on voudrait pouvoir l'offrir dès septembre prochain parce qu'il y a une certaine demande. Est-ce que vous voyez un peu quelque chose? Ça va? Ça va. Question? Oui, Denis? La faculté des ressources humaines pour ce programme. Je pense que ça va me tomber dessus. Oui. Essentiellement, dans le cadre du régime d'études en immersion, en fait, il faut dire 2 choses. C'est-à-dire que c'est une option parce qu'il y a un certain nombre de différences avec le régime d'études actuel. Une des différences, c'est que le régime d'études actuel a des cours encadrés. Les cours encadrés sont financés par l'administration centrale via une subvention
dans le cadre des ententes fédérales provinciales. Donc, il y aura des TA d'ajouter, des DGD d'ajouter en sciences, parce que ce n'est pas des cours de langue, mais ça va être à l'intérieur de DGD. Et il y aura une participation de l'administration centrale au financement des DGD de sciences, comme il y en a une au financement des cours encadrés de toutes les autres facultés qu'il y en a. Tony? Je veux poser une question. Oh, m'excuse, il y avait John. David. C'est Curie, mais... C'est l'autre, John. The other one. C'est the other one. Oui, David. J'avais la petite filet en mais est-ce que j'ai bien compris qu'il se peut que le nom soit changé? Il y a des discussions actuellement sur le nom pour savoir de quelle façon on va appeler l'option. C'est ça, avoir une appellation qui soit plus adéquate et plus représentative. Y a-t-il une raison pour laquelle on ne peut pas appeler un programme d'immersion un programme d'immersion? Oui. Je vais sortir mon collègue ici là, de l'étau et je vais répondre. L'appellation, David, de programme en immersion à l'Université d'Ottawa implique certains avantages aux étudiants, par exemple, avoir certains cours qui sont évalués selon la formule SNS. Le programme que nous proposons ici ne comporte pas ces avantages. Donc, et quelques autres différences, pour ces différences, on hésite à l'appeler programme d'immersion. Ça pourrait créer une confusion. Remarque bien qu'à la faculté, on aimerait bien le nommer programme d'immersion. On est en train d'essayer de trouver une espèce de compromis, là, un nom. Remarquez bien, là, faute d'autres noms, on l'a appelé pour le moment Canada's University Option. We certainly intend to find a better and more representative name for this program. Oui, Tony. Donc, je veux poser une question concernant la formation des assistants. Parce que dans le régime d'immersion, nous utilisons les professeurs qui sont formés comme pédagogues concernant l'apprentissage de la langue seconde. Et dans ce cas-là, nous utilisons exactement le même assistant. Ce sont des assistants francophones. Il n'y a pas une formation du tout, si je trompe, dans l'enseignement à quelqu'un qui apprend dans sa deuxième langue. Est-ce qu'il est concevable qu'on demande une formation pour ces assistants? Il y a eu des discussions à cet effet-là pour avoir justement un soutien ou un encadrement au TA qui serait identifié comme étant responsable des sections pour les étudiants en université. Dans cette voie-là, dans cette option-là. Oui, tout à fait. Linda? J'ai deux commentaires. Un, je me demandais si c'était possible, peut-être, étant donné les ressources additionnelles, de faire genre de pilote. Essayer pour un bout de temps voir comment ça fonctionne, s'il y a vraiment une demande qui augmente à ce niveau-là. Je me préoccupe par rapport à l'évaluation, par exemple. Le programme va devoir passer, tous les programmes vont devoir à un moment donné passer par l'ICAP. Et au niveau de l'appréciation de la qualité, dont 2 ou 3 des items portent sur la communication comme telle, la capacité de faire des présentations, d'argumenter, tout ça dans les langues. Et je suis un peu préoccupée par rapport à voir si effectivement les étudiants vont pouvoir, si à la fin on dit qu'on leur donne, on parle sur le certificat, ça serait écrit qu'ils sont bilingues. Est-ce qu'on peut vraiment donner... Mais pour avoir ce certificat-là, ils doivent faire le test, un test qui est fait par l'Institut des langues officielles et du linguisme, français, C'est le test en ligne? 3500. Non, 3500. Okay. Et c'est suite à la réussite de ce test-là que la mention de bilinguisme est portée à leur dossier. Okay. Est-ce que l'objectif présent est vraiment que les étudiants qui sont dans ce programme, qui optent pour ce programme-là, puissent à la fin être capables S'ils réussissent le test, oui. S'ils réussissent le test, ils auront la même mention que les autres étudiants qui participent au régime d'immersion française. OK. Ce que j'essaie de dire, c'est que la façon que j'ai lu le document, c'était qu'on essayait d'augmenter le niveau bilinguisme des étudiants. Oui. Donc, en ayant ce programme-là, donc effectivement, notre mesure de succès, si vous voulez, c'est d'être capable de réussir. J'ai bien compris? Oui. Okay. Il y a 2 mesures de succès dans le régime d'études actuel. Un qui est de réussir 42 crédits dans la langue seconde
OK, où il y a un certain nombre de cours de FLS qui sont permis à l'intérieur de ces 42 crédits-là. Et l'autre élément est de réussir un test de compétences linguistiques qui est le 3500, je crois. Je ne sais pas la cote FLS, c'est quoi. FLS ou plutôt ESL en anglais. Et ce test-là est un test qui a été développé il y a 4-5 ans à l'université sur le modèle du gouvernement fédéral, mais avec des critères plus exigeants. Donc, quelqu'un qui réussit le test devrait normalement avoir un niveau de bilinguisme supérieur à l'équivalent au niveau fédéral. Donc, c'est un test qui est assez exigeant. Et donc, cette exigence-là existe tout à fait dans l'option, comme ça existe dans le régime d'études en immersion. Donc, il y a les mêmes exigences de sortie. Il y a plusieurs choses que j'ai aimées là-dedans, mais en fait, ça revient tout le temps quand on parle toujours d'immersion en français, c'est l'histoire à l'inverse. Parce qu'il y a quand même beaucoup de francophones qui voudraient avoir accédé à la même chose en anglais. Des gens du Québec qui sont vraiment intéressés, qui viennent particulièrement à cette université-ci pour apprendre en anglais. Et puis, c'est peut-être quelque chose qu'on envisagerait, parce que là, ça s'en va toujours dans le même sens. Et si alors, c'est peut-être quelque chose à vérifier. Puis c'est la même chose aussi avec quand on parle des étudiants qui doivent, il y a plus tard, et qui doivent venir des écoles de langue anglaise, English Speaking High Schools. Je pense qu'il y a quand même des franco-ontariens qui choisissent un programme en anglais parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Puis là, à ce qui serait donc, ça serait peut-être intéressant pour eux aussi qui viennent d'une école, d'avoir un niveau de français universitaire. Donc, ils seraient peut-être plus aptes à aller dans des cours de langue française, comme ça, avec un madame de celui-ci, même s'ils viennent des écoles secondaires de langue française. Parce que c'est langue française? OK. Parce que c'est écrit un des critères, il faut venir d'une école de langue anglaise. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est que les étudiants de langue qui vont dans des écoles secondaires de langue française, qui optent pour des programmes en anglais à l'université parce qu'ils ne se sentent pas capables de pouvoir produire, d'être capables de fonctionner à un niveau universitaire en français. Il y a deux choses que tu mentionnes, je pense que c'est important de souligner. Le premier point que tu as mentionné, c'est un régime d'immersion vers l'anglais. C'est-à-dire on offre un certain nombre de cours encadrés vers l'anglais. D'accord? Et un étudiant international peut venir et s'insérer dans un régime d'immersion vers l'anglais, un francophone du niveau international, via ces cours encadrés-là. Il y a des étudiants francophones qui les prennent trop. On n'a pas eu de création d'un régime d'études. Lorsqu'il y a eu des discussions de régime d'études en immersion, la crainte, c'est de faciliter l'assimilation des francophones en anglais. Et comme on est en Ontario et que ce n'est pas le problème, généralement, des franco-ontariens d'avoir une bonne connaissance de leur langue seconde. Donc, le Sénat, à ce moment-là, avait décidé de ne pas aller de l'avant. La question a été reposée dans le cadre de la planification stratégique actuelle. OK pour les franco-ontariens, mais qu'est-ce qui arrive pour les Québécois ou pour les francophones au niveau international? C'est certainement une discussion qui va revenir dans le cadre de la planification stratégique et de quelle façon on peut avoir un régime d'immersion vers l'anglais, mais qui ne vise pas essentiellement à accroître, parce qu'au fond, il y aurait beaucoup d'intérêt à un étudiant parfaitement bilingue, franco-ontarien, de s'inscrire en immersion en anglais. Donc, tout devient plus facile pour lui. Et là, on amène notre rôle comme institution au service de la communauté franco-ontarienne. On ne l'empirait pas véritablement bien à ce moment-là. Donc, c'est le défi qu'on a. On n'avait pas trouvé de solution il y a 5 ans. On l'a fait pour l'international. La question est maintenant posée pour le Québec. Donc, on va devoir continuer à y réfléchir à ce niveau-là pour cette question-là. Ton deuxième point? Peut-être par rapport à la communication des franco-ontariens qui sont dans une école secondaire de langue française et qui voudraient accéder à ça pour pouvoir faire leur communication. Parce que dans les ICAP... C'est une très bonne question. C'est une question qu'on discute actuellement avec la Faculté des arts. Non, mais il y a un défi, mais ça, c'est un défi que l'université a, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de francophones en Ontario, surtout venant du nord ou du sud-ouest, qui ont un certain nombre de craintes de tomber dans une... Parce qu'en fin de compte, leur milieu est tellement
anglophones autour d'eux et qui ont un certain malaise. Mais comment tu facilites ça? On a eu souvent des discussions au CEPC ou à d'autres instances. Par exemple, est-ce qu'on devrait en première année ne pas avoir de pénalité si tu fais des fautes dans les travaux quand tu es dans les cours de français? Bon, oui ou non? Donc, il y a eu plusieurs questions comme ça. On a des discussions avec la Faculté des arts. Est-ce qu'on devrait avoir des cours où on a des groupes plus homogènes? Bon, il y a de l'intérêt pour ça, parce qu'à ce moment-là, tu pourrais répondre un peu à la préoccupation qu'ils ont de venir et de ne pas avoir le niveau de français. Mais à ce moment-là, aussi, tu les identifies. Oui. Donc mais c'est des discussions qu'on a actuellement. Si on enlève le fait qu'ils doivent venir d'une école secondaire de langue anglaise, c'est le fait qu'ils se sont inscrits dans un programme de langue anglaise à l'université, ils auraient peut-être accès à ce moment-là. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si je viens d'une école de langue française, mais là je m'inscris dans un programme anglais à l'université, j'aurais accès. Moi, je dirais qu'il y aurait beaucoup de gens du Québec, d'étudiants, surtout les étudiants allophones du Québec qui vont dans des écoles françaises, qui retournent donc au niveau universitaire vers des études en anglais et qui pourraient être en effet intéressés par un programme français. Donc, je pense qu'on va prendre la question, on va la soumettre à la faculté pour l'option. Le régime d'immersion, c'est différent, mais pour l'option, on pourrait regarder, puis on viendra à ce moment-là là-dessus, si on veut une question, puis on discutera avec la faculté des sciences, puis voir un peu avec le CEPC ce qu'eux en pensent, puis revenir avec la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le programme? Oui? Oui, c'est pas une question, Thierry? c'est une remarque. C'est qu'en fait, les étudiants qui étudient en faculté des sciences, même s'ils ont envie peut-être, les francophones, de suivre de nombreux cours en français, le nombre de cours offerts, surtout en 3e et 4e année, est relativement faible en français. Donc ces étudiants francophones, de fait, suivent des cours en anglais. Et eux, cette reconnaissance n'est pas mentionnée sur leur diplôme. Donc je pense que c'est aussi quelque chose à long terme qui doit arriver. Si eux font l'effort de suivre des cours en anglais, ils devraient aussi obtenir dans leur diplôme cette reconnaissance. Ceux qui étaient ici, ceux qui ont autant que j'ai l'ancien doyen des sciences qui était là sûrement à l'époque, on a discuté ces choses-là. Un des problèmes qu'il y avait avec ça, qui était soulevé par la communauté, c'est que si vous dites aux francophones de l'Ontario, vous pouvez obtenir une mention bilingue si vous suivez 25-30% de vos cours. En sciences sociales et aux arts et en gestion, vous allez voir un déplacement de vos francophones vers des cours en anglais. Vos cours en français qui sont déjà viables, mais minimalement, vont devenir non viables. Vous encouragez à l'anglicisation. Donc, c'est toujours les mêmes débats. Vous le faites par obligation, voilà. Mais par contre, ce qu'on tente de faire avec les sciences, c'est de développer les cours en français. Mais je peux rajouter un mot. Oui. Thierry, on s'est déjà fait critiquer l'Université d'Ottawa dans le passé par les associations, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour être effectivement un lieu d'assimilation pour les francophones. Donc c'est une situation qui est complexe. Elle a été discutée à plusieurs reprises. Et puis, je crois que les commentaires que vous apportez, ils ne s'appliquent pas uniquement à ce programme ici, là, dans ma faculté, mais à tout notre campus. Et c'est une question qu'on n'a pas encore résolue et qu'on devrait peut-être discuter là, dans le futur. Pour voir comment on vient à bout d'accommoder toutes ces différentes nuances là, de minorités linguistiques dans notre milieu bilingue et spécial. Oui, excuse-moi pour avoir une deuxième question, mais si je ne me trompe pas, dans le programme régime immersion, les étudiants qui sont inscrits dans le cours en français doivent soumettre des travaux en français. Est-ce que je trompe ou est-ce que c'est Oui, mais c'est à partir du cours 3000. C'est à partir de 3000, il y a le cours d'immersion 3000. Les étudiants dans les cours de FLS doivent rédiger en français, mais dans les cours de discipline, ils ont le droit, comme tous les autres étudiants, de soumettre un travail écrit en français ou en anglais. Donc, mais quand ils sont inscrits dans le cours FLS, ils sont obligés de le faire. Oui. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont obligés de soumettre un seul travail en français? Dans la proposition de la Faculté des sciences, non, parce qu'ils sont inscrits à des cours de bio, de physique, de maths, même les cours en faculté. S'ils choisissent des cours de lettres françaises ou de français dans le second, c'est là qu'ils devront rédiger en français, obligatoirement. Ils ont les mêmes exigences que les étudiants du régime du lycée.
Mais le cours, donc, ils ne sont pas tenus de suivre le cours encadré 3000 et 4000, qui est le cours sur la communication écrite, la communication orale, qui sont 2 cours. Ils ne sont pas tenus. Donc, je pense que c'est important d'avoir peut-être la différence dans le titre quand nous avons discuté. On va trouver, on va se creuser la tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça va pour ça. Quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'option immersion? Et on reviendra si on a des précisions ultérieurement. Quels sont ceux qui sont contre? Sur le tour. Ceux qui s'abstiennent? 1, 2, 3, 4. C'est tout ce que donc. Parfait, 4 abstentions. Merci beaucoup. Donc, maintenant, la création d'un programme intégré de la Faculté des Arts et de la Faculté des Sciences, Musique, Sciences. Okay, so this proposal will allow students to complete a degree in music as well as in science. This type of program is offered in the United States and in Australia, and it would be a first for Canada. In this 5-year program, the students will complete 90 credits in the B-Muse for the obtention of the B-Muse and 60 credits for the major in science. The sequence of courses proposed take into account the need for students to maintain their musical skills by continuing to take courses throughout the duration of the program. And the program would allow aspiring professional musicians to acquire a breadth of skills required in the professional world of music and open the possibility of completing a program in science at the same time. And in both cases, it may allow them to pursue graduate studies in either of the disciplines. It's quite innovative. Est-ce qu'un des doyens des 2 facultés qui est ici, à ma gauche, veut ajouter quelque chose? We could sing you an answer. That would be good. J'aimerais peut-être ajouter qu'on s'aperçoit à la faculté que plusieurs des étudiants qui viennent à la faculté des sciences sont des étudiants qui ont poursuivi lors de leurs études secondaires une formation musicale. Ils ont été membres d'harmonie ou d'orchestre à leur école et ils désirent poursuivre aussi des études en musique. Je peux vous avouer qu'il y a tout de même une grande similarité dans les intérêts de ces étudiants qui sont poussés et qui réussissent en musique et qui veulent aussi réussir en sciences, souvent en mathématiques. On l'a souvent dit, il y a une certaine similarité entre les aptitudes pour les mathématiques et les sciences. Donc, ce programme est issu d'un désir d'essayer de combler cette demande, d'offrir à ces étudiants l'occasion de poursuivre aussi bien un bac en sciences qu'un bac en musique. Et en musique, il faut dire que c'est le baccalauréat en musique, donc c'est le baccalauréat professionnel en interprétation au chant, mais ce n'est pas la théorie ou l'histoire de l'art, histoire de musique. C'est vraiment le programme professionnel instrumental. Performant. Merci. Oui. Est-ce que ces étudiants-là auront suffisamment de connaissances scientifiques, par exemple, s'ils veulent poursuivre leurs études à la maîtrise et au doctorat? Oui. C'est la même chose en musique, vous voulez dire? Merci. Parce que ça prend 5 ans. Ça prend 5 ans. Ça prend 5 ans. Comme ils ont les 2 diplômes, normalement, l'exigence, c'est que les 2 donnent accès aux études supérieures. D'autres questions, commentaires? Ça va? Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? Avec une question? En faveur? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc, c'est unanime. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes au point 13. Bravo, félicitations. Un bac intégré qui est très intéressant pour un certain nombre d'étudiants. D'ailleurs, on ne s'attend pas à des masses. On parle de 7 ou 8 dans le document. Mais je pense que c'est très intéressant comme offre de programme. D'ailleurs, on pourrait remercier l'École de musique d'avoir accepté de faire preuve de flexibilité à certains moments. Ils ont très bien travaillé. Merci beaucoup. Juste un commentaire là-dessus. Ils ont fait un recensement parmi les prix Nobel des dernières 30 ans ou 25 ans en chimie
et en physiologie, donc les sciences, 40% jouent un instrument de musique de façon presque professionnelle. Donc, juste pour appuyer. Donc, c'est pour former le futur pilote. Elle avait tout un défi, hein? Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous passons au point 13, qui porte sur une précision quant à nos modifications sur les programmes abolis et non abolis suite à la réforme de 2006. Alors, il s'agit d'apporter un correctif au règlement scolaire 3.3 qui portait, la section qui portait sur les baccalauréats généraux. La formulation telle qu'elle est présentée porte à confusion. La faculté des arts, des sciences et des sciences sociales offre encore des programmes de baccalauréat général de 3 ans. Ces programmes n'ont pas été suspendus, n'ont pas été annulés, comme pourrait le laisser croire le règlement tel qu'il est formulé. Donc, la confusion vient plutôt à l'effet que le titre du diplôme a changé. Donc, on a un baccalauréat S-Art généraux, S-Art ou S-Sciences sociales générales de 3 ans. Et il y a aussi le baccalauréat S-Art de 4 ans. Donc, c'est vraiment pour clarifier le fait que les programmes sont maintenus et que uniquement l'appellation au diplôme a été modifiée. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Tout le monde? Ça va? Donc, j'imagine que tout le monde est en faveur de ne pas abolir le baccalauréat général dans ces 3 facultés-là, bien que le titre du diplôme cette année va changer. Ne sera plus le bac SR, comme c'était précédemment, le bac sciences sociales, le bac sciences. En faveur? OK. Contre? Abstention? Une abstention. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au point 14, qui est... Diane, tu es là? Oui. OK. Qui est le comité des grades honorifiques. Vous avez reçu, il y a un certain temps assez important, tout après la dernière réunion, je crois, les recommandations d'un comité sur les critères pour les grades honorifiques. Et vous avez eu à soumettre, si vous en aviez, des commentaires. Il y a eu un seul commentaire, je crois, qui a été soumis brièvement, et dont on en a tenu compte. Et donc, vous avez ici la proposition sur la modification aux attributions du comité des grades honorifiques et l'approbation des critères d'attribution de grades honorifiques. Question? Ça va? I have a question. Yes? Sorry, I can't see everyone, but hello. I have 2 questions on this item. The first one has to do with the approval process. I'm not quite sure how the Senate approves the honorary degree candidates. So if I could get some more information on that. So by changing, I've looked at the document, and if we change it currently, I think it goes to the executive committee. Or the honorary committee would be reporting to the executive committee. Am I right in assuming that? Je peux répondre, François? Oui, vas-y, Diane. Oui, effectivement, ce qui est proposé, c'est what is being proposed is to delegate to the executive committee of the Senate the approval of candidates that would be eligible to receive honorary doctorates, as is the case for the board of governors. Such approvals are presented to the board. And I'd also like to add that j'aimerais aussi ajouter qu'avant la collation des grades d'automne et d'hiver, on explore la possibilité que le Sénat sera informé à huis clos des choix des doctorats honorifiques qui seront accordés à ces collations de grades. Alors, effectivement, le Sénat serait saisi des choix qui ont été faits par le comité exécutif. C'est ça la modification qu'on a proposée aujourd'hui. Excuse me, Ms. Davidson, I'm sorry, but the question was asked in English. Perhaps you can respond in English. I think she did answer in English, but... The last part... Joseph? Yeah. The last part of my answer was that we're exploring a process whereby, and in fact,
we intend to inform the Senate at in-camera session that of the choices of the honorary doctorates that would be conferred at convocation, at the fall and spring convocation. Okay. So the approval, is there an approval process, or is it just based on, I guess, consensus within the honorary committee? In the honorary committee, people do voice their votes. Yes, it's an approval. Approval, sorry, in the honorary committee or the Senate? And the Senate is then informed of the choices that will proceed for the both the fall and the spring convocation. Okay. Can I make a comment on that point or another question? I understand that the Senate makes the decision on who receives an honorary degree at the moment. Is that the practice at the Senate? Yes. Currently? Yeah. Right. So the current terms of reference for the Honorary Degrees Committee states that the committee makes a recommendation on who it has selected to receive the degree. Is that right? Yes. I mean, what is happening right now is the committee make recommendation to the Senate, and what will happen, the committee will make recommendation to the executive of the Senate. Well, currently the practice, I looked at the terms of reference, and all it says actually is that the committee makes a recommendation. It doesn't specify that it's to the Senate or to the community at large or to any other. I mean, in the past, I mean, I don't have the reason for me, but Diane could correct me, but in the past what we have always done is the committee make recommendation to two committees. One is the Senate, the full Senate, and the other one was the executive of the board. Yes. Okay. Right now, what is being proposed here, and I don't have the regulation in front of me, so I don't know if it was part of the regulation or just the custom, but that's the way it was done in the past. So what is being proposed here is still going to the executive of the board, and instead of going to the Senate for the first approval, for the approval, will be to the executive of the Senate. That's what is written here, point 4 in attribution. Yes, I understand that is the proposed change, but I want to point out that in the document that we have here, the current terms of reference appear to be incorrect. Like when you look on the university website, the current terms of reference do not say that the recommendation is to the Senate or to the Executive Senate. It doesn't specify who the recommendation is made to. Okay, so currently the recommendation is not made to the Executive Committee of the Senate. Currently, you're correct. It's not to the Executive Committee. It would be to the Senate. That's what the past practice was. Okay. Yeah, that was the past practice was. And we Can I want ask a question? suggest a change here to the practice and have the executive committee approve the eligible individuals that the committee considers should be receiving could be receiving the doctorate. But we have a long list, and what I'm saying as well is that once the choice is made to go ahead with particular individuals for fall and spring convocation, the Senate is informed in camera of those choices. Another question? Sir, is there another question? Yeah, maybe just see if the student. Yes, Ms. Darwal. Okay, thank you. So if I get this correctly, so essentially what we're hoping to amend is that the list of candidates, so let's say a number of people are put forth, the eligibility of these candidates would go to the executive committee, upon which the executive committee would tell the honorary committee of who was eligible, and then the honorary committee would debate and deliberate. After which point, once they have X amount of candidates who they want to give the status, I think it's the other way around, but I will let Diane answer the question to make sure that she has the right answer. Diane? Okay, you're right. There are a number of individuals that are sort of pre-approved by the honorary committee, okay, doctorate committee, and then the proposed candidates are then
presented right now to the Senate. And what we're suggesting is that the proposed eligible candidates be now approved by the Executive Committee. And furthermore, the Senate should be informed in camera prior to the fall and spring convocation of the choices. You know, ultimately the people that would have been retained to the doctorate. I think that, I'm not sure if I understood the question right. I think the point was where it goes first. It goes first to the committee and then to the executive of the Senate. So the recommendation is done, the first recommendation is done by the committee on honorary doctorate to the executive of the Senate. And then what Diane is saying, that then there will be, before the convocation in the spring, there will be a presentation to the Senate who the people are and why, but they would have been selected by the executive on the recommendation of the committee. But the way you're describing that, it sounds as though the Senate would still have the decision-making power to grant or not grant. No. It will be informed. To be clear, what's the proposition? The idea here is that the executive committee will make decisions on who is granted a doctorate. Yes. Instead of Yes, exactly. Okay. That's right. Then the executive of the board. So then the executive of the board has to approve the executive committee's both executive decision. Both executives have to agree. Well, both executives have to agree, or the board of governors has to do the final decision. No, the board does not. The board does not get involved in the approval. It's the executive of the board, but somehow they both have a veto. I mean, if the executive of the board says no, then we have a problem. We can go and proceed without further discussion. And the same thing, if the executive of the Senate says no, then we cannot proceed without further discussion. So they have to both agree. So they have both a veto in that sense. Can I ask another question? Yes. Sorry about this. Sorry to take the floor again. I'm just wondering why this change is being brought about. I understand it's probably to save some time of the Senate, but in terms of representation, having looked at the executive committee structure right now, it looks like there aren't the student representation is very limited, especially given that I think it's a 3-year term. That once it's on the executive committee. So I'm just wondering why we're changing from Senate to the executive committee, and then secondly, how students are represented on the executive committee. Diane, you understood the question? There are 2 students represented on the executive committee. There are 2 students. I don't have the terms of reference in front of me, and there are as well 2 students on the committee on honorary degrees. And the change, I think you're right. It's more in terms of facilitating the process, planning, creating a pool of potential candidates. Those are the reasons I think for proceeding with this proposal, and as well to come down with there is some about circulating names of people that have not yet been approached too widely. So it's best dealt with in a committee where there could be deliberation and then choices made without running the risk of impeding the privacy or the reputation of certain individuals. We never know. The selection once made, we have to approach the individuals in question and see if they are interested. And so it's more in terms of facilitating the process and good planning. Okay. Okay. Is that any other question? You just go to around whether there are other people who want to start first. Could I add something, Francois? Could you? Yes, go. As you're on the line. Do it. Yes. I just wanted to clarify that once the criteria are approved by Senate, it is our intention to post the criteria on the web and to design a form that could be filled out by any member of the community and for which on which they could make proposals of
possible appointees for honorary doctorates. So it's an element that I wanted to add. Donc en français, on a l'intention de mettre des critères et un gabarit sur le web pour permettre à la communauté de faire des propositions de candidature. Ça, c'est ce qui suivrait la décision du Sénat aujourd'hui. Merci. Avant de venir à toi, Joseph, I would like just to know whether other people would like to ask a question. Oui, Yves. Est-ce qu'on peut demander le vote, M. le Président? Je pense que tous les arguments sont sur la table. On serait prêt à voter, je crois. Oui, si tu me permets, comme j'ai coupé la parole à Joseph avant de te la donner, je vais lui laisser donc faire une intervention, puis on va passer au vote par la suite. I think there's still a lot of debate here that needs to. I have quite a few questions that I'd like to ask. I understand that you just called for the vote. Yes. So now I'm going to have to ask procedurally, well, how does that work? Calling for the vote. If we have a debate that needs to happen, is that a procedural move that can be done to? Well, what will that do to the debate that is still in the air? I mean, I will let you ask the question that you wanted to ask, and then we will pass to the vote, and then we will see whether the people want to continue the discussion or vote in the process. Well, I have several questions still. So, ask one, the main one, then. Well, I'll start by asking Ms. Davidson. You had just mentioned that the motivation, or part of the motivation for directing the decision on who receives honorary degrees to the executive committee is to make it easier to create a pool of candidates. As I understand, the committee on honorary degrees has the role of creating accepting candidates and creating a pool of candidates and making those decisions. I don't understand how bypassing the Senate on a decision helps to create a pool of candidates. Could you explain that? I don't believe that we are, my own view is that I don't believe that we're bypassing the Senate. We're going through Senate committees, committees established by the Senate to define the policy relative to honorary degrees, establish standards for the selection of candidates, studying candidates for honorary degrees. The only thing that we're changing is the recommendation-making power is from the Degrees Committee to the Executive Committee, and then the Senate is informed of the decision of the Executive Committee. I don't, unless I don't understand your question, I think it's the process is very. Well, to be clear, we're not just changing the recommendation Joseph, of the committee, Joseph, we're changing the decision Joseph, power I'm of sorry. the Senate. We're taking away the decision-making power of the Senate. We're not taking away that power. We're giving the power of the Senate to the executive, which is a committee of the Senate, well, which is not a committee that is not outside of it. So, but I had a question to pass to the vote. So, I'm sorry, I have like a few more things to say. No, I said you could ask one question, okay, well, and then we will have the vote whether people are ready to vote. If people are ready to vote, then we'll take the vote. If people are not ready to vote, then we'll continue the discussion until they are ready to vote. I'm sorry, but yes. I'm representing, and Ms. Dodwell is representing together the graduate students of this university, and we have a serious concern here that this is moving too fast. It seems that this motion will take decision-making power away from roughly 60 people who sit at the Senate to roughly 6 people who make up the executive committee and board of senators. I don't believe it's correct that 2 students automatically sit on the executive committee of the Senate. From what I understand, there are 6 members who are elected from the Senate who serve 3-year terms. Now, it's possible that within there, some students could be elected to the executive, but having a 3-year term makes it very difficult for students to sit and be represented at that. I'm sorry, I was just It's a serious thing. I don't think that it's necessary for us to make this decision right now. The main that's your, I mean, Joseph, please listen 1 minute, Joseph.
The vote has been asked. So I have, hold I would like on, to hold on. propose a So, motion to table the motion. so after you can propose that, after I've passed to the vote, then I can come back, and if the assembly decides not to close the discussion and not to pass to the vote, then I will come back to you. But I will just add one thing about the executive. There are positions in the executive of the Senate for students. They can come for, it's a 3-year mandate, but they can come for a year and then they can replace it. And we had students in the past very often in the executive, and there are 2 students in the executive and much more body. So there are students on the committee of the honorary doctorate. There are students on the executive committee of the Senate. So the proposal here. Are you telling me that we are guaranteed 2 students on the executive committee of the Senate? There are elections every year to the executive of the Senate, and you've received, and many students have received the proposal, and I don't remember when, but I'm sure we check for next time when we ask for. There are 2 seats for students. Am I right? There are 2 student seats that are guaranteed for students on the executive committee of the Senate. Diane? Yes. Sur l'exécutif du Sénat, il y a 2 postes étudiants, c'est ça? Je crois que si, mais je vais devoir vérifier les attributions là, pour être précise, parce que... Oui, il y avait Mathieu Mante qui était là l'année passée, il y en avait 2 l'année d'avant, donc... Oui. Ms. Donnell has just sent me the terms of reference for the executive committee of the Senate, and it doesn't say anything about guaranteed positions for students. What it says is the members of the committee are... François, c'est la pratique, je crois. C'est la pratique? Well, I'm sorry, but at the Senate, it's regulated that there are a certain percentage of student representatives. Est-ce que je peux me permettre une petite intervention, s'il vous plaît? Oui, parce qu'on passe au vote après ça. Oui, d'accord. Je croyais que à la dernière réunion du Sénat, le Sénat s'était entendu qu'on donnerait un préavis de la proposition et ça nous donnerait le temps de recevoir les commentaires des sénateurs. On a fait ça il y a plus d'1 mois passé. On a reçu, comme tu l'as souligné plus tôt, un commentaire par écrit. Je pense qu'il serait utile, et pour tous les membres du Sénat qui se déplacent pour venir aux rencontres, si on est pour avoir des discussions de fond, puis si on est pour distribuer à l'avance la documentation plus d'1 mois avant la réunion, que ça aurait été utile de recevoir les commentaires qui se font aujourd'hui pour qu'on puisse réagir adéquatement. C'est un souhait que j'exprime. Okay. Donc maintenant, moi, je vais prendre comme président Joseph. There are serious concerns here that are raised. My mail actually went to the dean's office instead of to my mailbox, so I just found out about this recently. I realized that an email was sent, but I only realized that afterward. I don't think there will be any harm done to the University of Ottawa if we do not make this decision today. If we wait a month to receive a more detailed motivation, some actual evidence of why this is happening. Please let the Senate proceed, because right now you're making everybody's uncomfortable. You're making our discussion very difficult. We had the proposal to have a vote whether people wanted to vote. In the procedure, we have to vote upon that proposal. So we'll ask the vote from the Assembly. Who is in favor of voting now on the proposal? Okay. Who is opposed to voting now upon the proposal? 3 votes. Who abstain? 1 abstention. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Donc, Sorry, I'm again. OK, 7. Again. Un plus de vote, 1 plus contre. 4 contre, 6 abstentions. Et on a les présents pour voir le nombre de votes. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition qui est proposée sur la table? En faveur de la proposition? Oui. Quels sont ceux qui sont contre la proposition telle qu'elle est sur la table? 1, 2. Excuse me, could you clarify? We're now voting on the actual item. We're voting on the actual proposal, because what I did ask first was for people who were in favor of voting now or not voting, continuing the discussion. People were ready to take the vote now, so now we're taking the vote. Okay. So you can come. Opposed. So I'd like you're to make a comment.
No, but you come in afterwards if you want. I will let you do that. But we'll finish the vote first. So those who are opposed to the proposal on the table, 1, 2. Anybody else? Who abstain? 1. Abstain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, on est complet. 14 abstentions et 2 contre. Merci beaucoup. Donc, you want to make a comment, Joseph? Yes, I think before we move on. Moving this quickly on a motion for which we did not receive a motivation in our Senate package is seriously flawed. I think this has been an anti-democratic occurrence here at the Senate of the University of Ottawa. There was a lot of debate that I still have, and I believe that other student senators still have. The student senator for the Faculty of Arts informed me that he would like to have more time on this motion. He wasn't able to make it here today because of the midterm. This is a significant number of students who are represented here, the students of 3 faculties who have expressed the desire to have more time, more room to debate this motion. I do not understand why we have plowed ahead with this. This is a very important task of the university. It is representative of, it reflects the university's values, as it says in the terms of reference of the Committee on Honorary Make your point short, please. Yes, my point is that this was a far too important decision to be made in this way. We needed more time for discussion. We needed a motivation to be given to us before coming to the table to vote. There is no harm. We are not. The university is not losing any money by taking, if we had decided to take more time. The honorary degrees for this year, as I understand, have already been distributed. We decided on that at the last meeting. This is a serious problem, and I think we need to resolve it. Not for next spring. We are having an objective for next spring because we need to have quite a large bank in order to make sure that, because you need, the people have to accept and they have to be ready to come at the time when you have the collation des gars. So it's not an easy process. It's not finished. It's going to continue. We need more for the spring. And at the same time, I think, Joseph, everybody did receive a few weeks ago the documentation. We asked for comments. We had the discussion, and we had quite an open discussion for about at least 20 minutes. And then at the end, the Assembly decided, and that's the vote of the Assembly. So now I will move to the next item. I'm sorry, I didn't understand. We had a 20-minute discussion. I mean, we had a discussion. Anyway, so Linda? Sorry, you didn't answer my question. When was this 20-minute discussion? I mean, we had the discussion we just had. I mean, just... This discussion was rushed in its infancy. We didn't have a discussion. Whatever you want. Linda, please. Merci. Alors, c'est simplement pour faire un rapport. On a eu une réunion du Conseil ontarien des universités. Alors, je vais continuer à faire le rapport verbalement au Sénat. On travaille encore sur la possibilité d'avoir une place sur le site du Sénat pour pouvoir à ce moment-là, je pourrais mettre mes rapports sur le site web. I've been sending you newspaper clippings at the end of each month. We're trying to find a way to send it to you in a more efficient manner rather than having it filed through a Word document. Unfortunately, I've called the Council of Ontario Universities and there's really nothing I can do about it. I would love to forward the message to you. The problem is when you click on it, it goes to a password-protected site on the Council of Ontario Universities and you would not have access to it, so I can't do it that way. So I'll have to continue this way until we find a more efficient way of doing it. So the main issues that have been brought up by the Council of Ontario Universities, the first is the Quality Council. As you know, all the universities have been putting in their IPACs. There's about 8 or 9 IPACs, so this is the institutional quality assurance process that's been submitted. Patients with our university, there's a checklist, I understand, of about 24 pages, about 100 items that the committee is going through to make sure that all the institutions have met the quality standards. The OCGS, so you know, will continue to function as the OCGS, but will not be doing audit reviews. And they have already started, from what we've been told, to start dwindling in terms of the approval process.
Il y a un comité d'études, un task force aussi qui a été mis sur pied par OCAV, the Ontario Council of Academic Vice Presidents. C'est très, très important pour les représentants universitaires. C'est un comité sur l'enseignement et l'apprentissage. Il y a encore des discussions en cours sur les priorités de ce comité. Le but ultime est vraiment d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage à travers l'Ontario. Ils sont en train en ce moment d'apprendre ce que font les différentes universités, d'améliorer les ressources, c'est un des objectifs, puis d'aider à changer les perceptions du gouvernement sur ce qui se passe dans les universités par rapport à ce dossier. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Nous avons rappelé au comité sur l'enseignement de l'apprentissage de consulter les étudiants, parce que sur le comité maintenant, il n'y a pas d'étudiants comme tel, mais on parle d'avoir possiblement des sous-comités qui relèveraient de ce grand comité-là qui est sur l'apprentissage et l'enseignement. Il y a aussi, c'était notre opinion, les collègues, de nous assurer qu'il y ait un peu plus de représentation des professeurs qui sont en salle de classe, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup des vice-présidents qui sont sur ce comité-là, puis on aimerait bien qu'il y ait plus de professeurs qui sont en salle de classe, parce que ça reste l'enseignement pour des enseignants et des apprenants. The other issue is around differentiation. This is a whole issue about having research-intensive universities versus less research-intensive universities in Ontario. This is a big, big hot issue. Harvey Weingarten, who's the president of HECO, or HECO is the Higher Education Quality Council of Ontario. They wanted, right now they're more of a research producing agency, if you like, and they would like to have more of a role in trying to influence policy and in the government around issues such as differentiation. They have written a paper on differentiation, and that was to come out last week, I believe, to the executive heads, and they were to look at this. Institutions right now around this are looking for strategic planning for their own. They need a long-term plan. Right now, the universities are really reacting, have no choice but to react very quickly to what's coming out of the government in terms of budgets, and the universities are pushing real hard to get more long-term plans and real plans for each single university. There's already, the executive heads have also underlined that there's a huge differentiation in Ontario already, and they're seeing that actually through the ICAPs. And there's also a push to include colleges as we're walking through this whole differentiation process. The next issue is around casualization of labor. There's lots of discussions happening regarding weighting of teaching and research and use of part-time professors. So very significant interest of the government to look at teaching and research and the differentiation not only of universities but of positions. So this is something that's caught our attention as colleagues as well, and we are to write a discussion paper on this shortly. If this is a topic that you find particularly interesting and you would like to give us feedback, please send me any emails or information, and I will forward it to the colleagues at the council. This might be two papers. We might have one specifically on part-time professors and another one that talks about the differentiation context of positions. So more research positions, more teaching positions. L'autre, c'est l'apprentissage en ligne et la formation d'un institut en ligne. Comme vous savez, en mars dernier, le gouvernement ontarien a mis sur pied une proposition d'avoir un institut en ligne pour l'apprentissage en ligne. Il y a eu une proposition qui a été prise par le Conseil ontarien des universités, puis il y a aussi nous, les collègues, qui avons écrit un document sur l'apprentissage en ligne. Moi, j'ai été l'auteur principal là-dessus. J'ai pris le leadership sur ce dossier, puis on devrait vous envoyer tout de suite après, très bientôt, Mme Laurent va vous envoyer l'article, le discussion paper qu'on a mis sur l'apprentissage en ligne. N'oubliez pas que ce n'est pas une prise de position des collègues, ce n'est simplement pour souligner les éléments que nous, en tant que professeurs, on aimerait apporter à l'attention des gens qui doivent prendre des décisions par rapport à cet institut. Alors, je vous demande si c'est possible. Alors, ça a déjà été présenté au conseil, au executive head.
Si vous avez du feedback pour moi, si vous pouvez me le donner avant le 12 novembre, parce que je voudrais publier et le mettre sur le site du Conseil ontarien des universités. 2 more points that I'm done. The next one is on mental health issues. There's we got a presentation from EQAO, which looks at testing at 3rd and 6th grade students. And we got a presentation about the number of students that have mental health problems, or a number of students that have learning disabilities, students in the elementary school and high school who also have autism and other issues. And this was brought to our attention because we are going to see a big wave of students coming in. We have already, Murray was telling us, so we need to have, consider this. This is something that's coming at our doors very soon and has already started. So there was a mental health summit that was held October 29th, and where they looked at the increase, how we're going to handle the increase in number of students with mental health issues, increase in the complexity of cases, the lack of services, and coordination with services outside as well. Last thing is credit transfer, which is always a big issue when we go to these meetings. And now we're looking at, rather than looking at course equivalencies, there's a possibility of looking at credit transfer pathways so that students can have horizontal shifts between universities so that they can go and get diplomas and so on from different, following their path by using credits from different universities and across different programs as well. And the thought is that perhaps this online proposal that the government wants us to move forward would be a step towards looking at credit transfer. And that's the report. Merci, Linda. Is there any questions, any comments for Linda? No, thank you very much, Linda. Now, point 16, vous avez les décisions du comité exécutif du Sénat. Est-ce qu'il y a des questions sur... D'abord, on pourrait prendre celle, il y en a deux. Celle du 16 août. Ça va? Donc, et celle du lundi 20 septembre. Ça va? Merci beaucoup. Maintenant, dans autre question, nous avons eu l'annonce d'une proposition concernant le jour du souvenir, le 11 novembre, et la participation des étudiants. Est-ce que vous voulez nous lire votre proposition? Oui. Est-ce que vous l'avez... donc, vous n'avez pas de copie, rien, vous avez juste la proposition? Si, j'en ai des copies. OK. Mais avant de vous donner la parole, je vais peut-être rappeler un peu le contexte pour les membres du Sénat qui ne se souviendraient pas de l'année passée. Vous vous souvenez que l'an passé, le Sénat a voté, mais plus tôt que cette année, malheureusement cette année, pour différentes raisons, ça arrive très près du 11 novembre, un vœu demandant aux professeurs de ne pas avoir d'examen ou de test entre 10h et 11h30 le 11 novembre, et s'il y en avait, de trouver un accommodement raisonnable avec les étudiants qui voulaient participer à la cérémonie du jour du souvenir. Comme on est plus tard, c'est une version amendée, je crois, qu'on a. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, donc on va voir. Et on nous a fait la demande de revoter cette fois-ci, cette année, une résolution concernant la période de 10h à 11h30, 10h à 11h30, là, donc allez-y. Oui, c'est ça, alors c'est exactement ça. Alors c'est tout simplement comme suit. Le Sénat demande aux professeurs dont les cours ont lieu entre 10h et 11h30 le 11 novembre, qui ont des examens ou d'autres exercices notés à l'horaire, d'offrir, dans la mesure du possible, des accommodements afin de permettre aux étudiants, s'ils le souhaitent, de participer aux activités du jour du souvenir sans que leur moyenne soit affectée. Donc, c'est une demande, dans la mesure du possible, que les professeurs fassent un accommodement, parce qu'il est un peu tard de demander qu'il n'y en ait pas, parce que les syllabus, bien entendu, sont déterminés. Donc, ce qu'on demande, c'est de la flexibilité de la part des professeurs qui auraient une évaluation notée à ce moment-là, dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a un secondaire pour la résolution, Pierre-Jean? Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur la résolution, sur la proposition de résolution? Oui, François. Est-ce que c'est une proposition pour cette année ou bien pour le Pour cette année. Pour cette année. C'est uniquement pour cette année, c'est pas pour toutes les années à venir. À chaque année. Ben, c'est possiblement.
Il me semble que chaque année, on soulève la possibilité de discuter ça en avance, parce que c'est très tard pour les professeurs de faire des accommodements. C'est pour ça que cette année, parce que l'an passé, la proposition, je n'ai pas la date en tête, mais c'était en avril donc 2009 pour l'automne 2009. Et à ce moment-là, on avait demandé, la résolution disait de ne pas avoir d'examen ou de travaux le 11 novembre, cette période-là. Cette année, comme on est vraiment plus tard qu'on était l'année passée, donc je dis, pour ceux qui en ont, et c'est peut-être pas un très grand nombre de membres de corps professoral, parce que la plupart des midterms sont passés et on approche la fin de la session, mais pour ceux qui en auraient, donc pour la période de 10h à 11h30, pour ceux qui en auraient, dans la mesure du possible, de faire un accommodement pour les étudiants qui veulent participer à l'événement du jour de souvenir qui a lieu ici à l'université. Donc, c'est assez circonscrit. La résolution beaucoup plus circonscrite que l'an passé, qui était beaucoup plus large comme demande, étant donné qu'on était plusieurs mois en avance. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Quels sont ceux qui sont en faveur de la résolution? Quel jour c'est? La semaine. Quels sont ceux qui sont contre? Quel jour de la semaine? Quels sont ceux qui s'abstiennent? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Merci beaucoup. Oui. Je ferai ça à la place de Jacques-Alain. Peut-être c'est là. On pourra voter une résolution vendredi pour c'est-à-dire qu'on pourrait y réfléchir, mais à ce moment-là, il faut toujours dire une chose, par contre. C'est-à-dire qu'à mon avis, le Sénat peut recommander au professeur, parce qu'essentiellement, le professeur peut avoir, pour différentes raisons, une impossibilité. Et si vous vous souvenez, ça ne concerne pas du tout les stages cliniques, si on se souvient de ces choses-là. Mais on pourrait avoir une réflexion, peut-être travailler avec les étudiants pour avoir une résolution d'avance, avoir une discussion de fond, et là, voir si on veut l'institutionnaliser plutôt que de le faire à la pièce. François, dans la même ligne de pensée de ce que Claude a soulevé, il y a probablement d'autres dates importantes durant le calendrier normal où on devrait faire la même réflexion, pas juste le 11 novembre. C'était le débat qu'on avait eu l'année passée, pourquoi pas le 4 décembre, etc. Donc, c'était... Mais le Sénat, dans sa sérieux, avait voté pour une année. On l'a voté pour une année encore. Est-ce que vous allez envoyer un message à tous les professeurs? Oui. On va envoyer la résolution. Moi, je ne sais pas si c'est à tous les professeurs ou aux facultés ou les femmes, mais je pense que le registraire va prendre. Je pense que c'est important qu'il nous donne la résolution et qu'on la donne au registraire parce qu'elle est très précise sur le fait que c'est dans la mesure du possible et c'est accommodement raisonnable. Donc, ça va. Donc, si tu veux intervenir 2 secondes avant que je suspende, que j'adjourne, oui. Mais take 2 seconds before we adjourn the meeting. And I'd like to communicate this to the students so we can correct this way. I believe the Senate is a place for democracy, for debate and discussion. I don't believe that has happened here today. Student senators had a number of points that they wanted to raise and a number of questions that we wanted to ask about an important decision that was the conferring of honorary degrees that was made here today. Now, this didn't happen, and I feel that graduate and undergraduate students have been steamrolled by the quickness with which we made this decision today. Thank you very much for your comments. So now, someone proposed the adjournment. Merci beaucoup.